Et j'imagine que dans les images de Jérusalem avec le tramway à 1,50 m d'étable, le tramway ne roule pas à 20 km/h. Donc il y a un petit peu une ambiguïté, un antagonisme finalement entre la capacité ou la vitesse et puis finalement la qualité de l'aménagement urbain, ou en tout cas du potentiel du développement de l'image de la rue. Je sais pas si... Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Moi, il y a une chose à propos de Jérusalem laquelle j'aimerais rebondir là-dessus puis revenir sur votre question. Le tramway, ça sert à faire la guerre. Moi, ça m'a bien plu. Non pas par rapport à Jérusalem, mais parce que dans le fond, souvent, je pense que le tramway, ça sert effectivement à faire la guerre à la voiture, quand même. C'est-à-dire que ça permet de limiter le trafic automobile. Donc on a, voilà, parce que ça occupe physiquement la voirie, et les aménagements dont on parle, finalement, quand ils disent vraiment leur nom, ils servent aussi à ça. Donc, moi, c'est dans ce cadre-là que je remettrais les antagonismes dont vous parlez. Et pour revenir sur le système suisse des transports, je pense que ce qui différencie la Suisse de voisin, que ce soit allemand ou français, c'est que cette guerre, elle ne peut pas vraiment avoir lieu du fait du système politique. Elle ne peut pas avoir lieu dans les mêmes conditions, et donc développer un tramway sans compromis, un tramway qui circulerait à 20 km/h avec une station tous les kilomètres, un espace réaménagé de façade à façade, même si ça ne se voit pas, c'est difficile de mener cette guerre-là dans un système politique suisse fait de compromis. Et moi, il me semble que là, je ne sais pas, toi qui es confronté à cette question au quotidien, on est sur le redéveloppement du tramway en Suisse. Lorsqu'il a lieu, c'est un tramway de compromis. C'est un tramway qui a une semi-priorité, qui n'est pas là où ça dérange pour les voitures, etc. On n'entraîne pas des coûts d'aménagement excessifs pour que politiquement ce soit acceptable. À Lausanne, je pense qu'il y a une infrastructure qui est emblématique de ça, c'est le M1. Le M1, il ne fallait pas qu'il coûte plus de, je me souviens plus c'était quoi, 130 millions à l'époque. Donc il est à voie unique. Donc on a fait toute une série de compromis techniques parce que sinon, politiquement, on ne passait pas. Parce que il a été mis en service en 1991, ça fait peur. À une époque où parler de transport public moderne, c'était encore un petit peu le droit voilà, et puis maintenant on paye le prix, c'est-à-dire que améliorer la fréquence c'est compliqué, la qualité de service c'est compliqué. Peut-être qu'on manque de l'ambition, mais peut-être qu'on n'a pas le choix. Peut-être que les nouveaux projets qui sont en train de développer font preuve d'ambition. J'ai vu plusieurs mains se lever tout à l'heure pour poser une question. Alors on va prendre deux dernières questions. Le sous-titre de la conférence, c'est Désir de ville. Et puis on voit que dans l'ouest lausannois, en fait, le tram va arriver dans une ville en renaissance. Est-ce qu'on a des retours d'expérience de tramway qui anticipent vraiment la ville, dans le sens où on construit l'infrastructure, et puis ensuite on a un plan d'aménagement urbain qui prévoit d'accueillir une dizaine de milliers d'habitants? Il y a un cas qui est emblématique de ça en France, c'est Orléans, où on a développé une ligne de tramway qui offre effectivement des potentiels de développement urbain considérables. Et puis il y a à Toulouse la ligne de tramway qui est mise en service il y a 2 ans maintenant en direction de l'aéroport. Dessert beaucoup de champs de patates, il y en a parfois l'ambiance qu'on a avec le tram 10, hein, mais du coup ça offre effectivement des potentiels d'articulation transport urbaniste qui sont tout à fait intéressants. C'est un peu court comme réponse. Ce n'est pas des cas que je connais très bien, je ne sais pas si... Mais disons, c'est les 2 cas qui me semblent emblématiques de ça.
tel point qu'à Orléans, la première déclaration d'utilité publique a été rejetée parce que justement le tram passait à travers les champs de patates. Donc on revient sur ce côté politique, à trop vouloir être en avance, parce qu'un tram, on voit, il y en a pour des années d'études, puis des années de projet, puis des années de procédure. À trop vouloir être en avance, on risque de nous dire, mais on ne va pas dépenser 400 millions pour desservir des betteraves ou des patates. Et puis si on attend que tout soit construit, on arrive 8 ans après. Donc certains politiques ne voient pas, même certains services de l'État ne voient pas que c'est une bonne chose de construire au milieu des pommes de terre ou des friches urbaines. Sans oublier que souvent les trames très politiques, c'est-à-dire qui ont une forte, on peut dire, une forte valeur symbolique, ou alors qui sont défendus par, on peut dire, des causes qui vont souvent à l'encontre des besoins réels de la ville, c'est des trams qui échouent. Et moi j'en connais un très bien, c'est le tramway d'Athènes, qui est un tramway qui n'a jamais fonctionné, qui n'a pas été plébiscité, qui a coûté très cher. Il a été fait pour les Jeux Olympiques, il a fonctionné très bien pendant les 30 jours des JO. Et après, c'est devenu une sorte de fantôme qui traverse la ville, qui n'est pas utilisé finalement, parce qu'il a été mal dessiné, qui ne dessine pas vraiment la ville. Alors, on va prendre une dernière question. Je crois qu'il y en avait. Oui, je trouve qu'on ne parle pas suffisamment de l'articulation entre le secteur public et le secteur privé. Quand on construit une ligne de tram, bien sûr, comme on l'a dit, plusieurs orateurs l'ont dit, il y a tout le problème du réaménagement de l'espace. Et le plus souvent, comme ça a été le cas en Suisse, comme ça a été le cas pour le Léman dont on vient de parler, on s'occupe exclusivement de l'espace nécessaire au minimum pour installer la ligne. Or, le problème, on l'a vu avec le Léman, à l'époque, nous avions essayé d'étendre l'aménagement pour prendre en considération les espaces latéraux, mais ça n'a pas été possible pour les raisons que vous avez indiquées. Il ne fallait pas que ça coûte trop cher. Deuxième aspect de cette articulation entre le secteur public et le secteur privé, créer une ligne comme le M1, ça entraîne évidemment une plus-value foncière extraordinaire sur tout le parcours, et en particulier à proximité des stations. Or, cette question-là, vous pouvez bien penser qu'elle était taboue. Pas question d'entrer en matière sur ce sujet. Et je trouve que c'est regrettable que la collectivité fait des investissements considérables qui coûtent très cher, mais qui ont des impacts et des effets collatéraux, en particulier sur les plus-values foncières, pour lesquelles on n'entre absolument pas en matière. Donc, soit sur le plan de l'espace, soit sur le plan des finances, et il y a encore d'autres aspects, je trouve que l'articulation entre le secteur public et le secteur privé est insuffisamment traitée. Je voulais juste abonder dans l'autre sens en disant que il y a 2 ans, pour un cours, on a mis des étudiants sur les effets fonciers du M2. Du côté de la Sala, c'est particulièrement impressionnant en fait. C'est-à-dire les privés tirent très bien leur épingle du jeu, ont parfaitement anticipé l'arrivée de cette infrastructure. Et il y a une espèce peut-être de naïveté des pouvoirs publics par rapport à ça. Et je pense que c'est un vrai sujet. Un autre sujet qui est relié à ça, c'est la question de la gentrification. C'est-à-dire que réaménager l'espace public, aménager un centre-ville avec des tramways, le débarrasser de l'automobile, ça le rend beaucoup plus habitable et ça a des effets sur les loyers. Et dans des quartiers populaires, ça peut même avoir des effets de gentrification, c'est-à-dire ça entraîne le départ à terme, c'est un processus, mais ça entraîne le départ de certaines catégories de population qui ne peuvent plus payer ces loyers en quartiers centraux. Et donc ça, c'est des choses qu'il ne faut absolument pas sous-estimer, je pense. Je pense que c'est une question qui nous mène ailleurs, et peut-être qu'il faudrait faire un autre débat
sur les stratégies pour, on peut dire, contrer ou alors plutôt contrôler la gentrification, c'est-à-dire